C'est l'histoire d'un médecin parisien qui voulait aider les femmes. Son nom, Henri Rosenbaum. Sa spécialité, la gynécologie. En 1979, avec quelques confrères, il crée l'AFEM, Association française d'études de la ménopause. L'un des combats du docteur Rosenbaum, c'est de convaincre les femmes de 50 ans de prendre des médicaments à base d'hormones pour mieux supporter leur ménopause. Efficaces contre les bouffées de chaleur ou la fragilisation des os, ces traitements hormonaux substitutifs, dits THS, vont être présentés par la FEM comme de véritables bouées de sauvetage pour femmes ménopausées. Et à en croire les représentants de l'association, les THS ont énormément d'avantages. Diminution de 50% des maladies cardiovasculaires, 50%. Diminution de 100% de l'ostéoporose ou à peu près. Diminution des cancers de l'utérus et de l'ovaire pour lesquels nous avons un effet protecteur. Pas d'effet aggravant en ce qui concerne le cancer du sein. C'est extraordinaire de pouvoir dire à une femme qui va pas bien, qui vient vous voir, qui vous dit écoutez, rien ne va plus, tout se déglingue, j'ai 50 ans, jusqu'ici ma vie était formidable, et puis lui dire écoutez, vous savez madame, dans 15 jours déjà, vous allez aller mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que le médecin, à l'heure actuelle, qui dit les hormones ça donne ceci, les hormones ça donne cela, moi je pense que c'est mauvais, etc., c'est la médecine du 19e siècle. Et à force de promouvoir les hormones, l'association du docteur Rosenbaum contribue à convaincre près de 2 millions de Françaises de s'en faire prescrire régulièrement. Une femme ménopausée sur 5. Mais en 2002, c'est le coup de théâtre. Les traitements hormonaux contre les effets de la ménopause accroissent le risque du cancer des ovaires. C'est ce que révèle ce matin un article publié dans le journal de l'Association médicale américaine. C'est l'une des revues médicales les plus respectées du monde. Elle confirme ce qu'on soupçonnait depuis plusieurs années. Certains traitements hormonaux de la ménopause favorisent les cancers. En France, comme dans le monde entier, l'affaire va faire la une des journaux. En quelques mois, des centaines de milliers de Françaises qui avaient fait confiance aux hormones interrompent leur traitement. Mobilisée en urgence, l'Agence française du médicament, qui dépend du ministère de la Santé, réunit un groupe d'experts pour évaluer la situation. En janvier 2003, au nom du principe de précaution, ces experts réunis par l'AFSAPS envoient une lettre à tous les médecins pour leur recommander que les traitements hormonaux soient désormais le plus court possible et ne durent pas plus de 5 ans. Parmi les signataires, le docteur Rosenbaum, mais lui n'est pas d'accord. Il va alors se lancer dans une étonnante campagne de lobbying auprès des médias pour continuer à défendre les hormones et critiquer la prudence de l'AFSAPS. On ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Le principe de précaution, je veux bien, mais il y a des limites. Oui, parce qu'il y a un des problèmes qui est très important pour que nos téléspectatrices comprennent bien. Ce rapport s'est basé sur des articles sortis dans la presse anglo-saxonne qui concernent des traitements donnés aux Américaines, mais qui concernent 1% des Françaises. Nous avons de fortes présomptions pour penser que nos produits sont meilleurs. Nous avons dans l'ensemble une tolérance de ces produits qui est nettement meilleure également, qu'au-delà de 5 ans, il ne s'est rien passé de dramatique dans cette étude américaine, contrairement à ce que l'on raconte, et nous n'avons pas de motif d'arrêter. Et il ne va pas s'arrêter. En août 2003, son association écrit à tous les généralistes pour se démarquer des recommandations de l'AFSAPS. Il n'existe à ce jour aucun argument scientifique pour fixer une limite à la durée d'un THS. L'AFSAPS, elle, conseillait de ne pas dépasser 5 ans. Mais quelques mois plus tard, une nouvelle étude scientifique, britannique cette fois, confirme que les dangers des hormones concernent aussi l'Europe. Rien qu'en Grande-Bretagne, 20 000 cancers du sein supplémentaires auraient été provoqués par les THS en 10 ans, THS qui multiplierait par 2 les risques de démence. En décembre 2003, tirant les enseignements de ces études, l'AFSAPS recommande aux médecins français de ne plus prescrire de THS aux femmes en bonne santé en raison d'un rapport bénéfice-risque défavorable. Pour le plus médiatique des médecins français qui avait beaucoup promu les hormones, c'est un coup dur. À l'époque, il nous confie son désarroi face au manque de fiabilité de l'information médicale en France. Moi, j'aimerais bien savoir si j'ai pas envoyé les dames qui m'ont écouté et qui m'ont fait confiance à l'abattoir pendant 10 ans. Donc là, je dis, est-ce que j'ai été manipulé par l'industrie, par les médecins, par le ministère, par je sais pas qui? Ça veut dire que tout ce qu'on nous dit, tout ce que les experts scientifiques nous racontent, il va falloir qu'on se demande si ça n'a pas été manipulé, si les études ont été bien faites, etc. Bien sûr que c'est grave. Je suis un formateur. Moi, si ma mère, elle est sous traitement hormonal substitutif. Toutes les semaines, quand elle voit un sujet sur le journal, elle m'appelle en me disant qu'est-ce que je fais, j'arrête. Je sais pas quoi lui répondre.
Quant au docteur Rosenbaum, qui assimile la décision de l'AFSAPS à un coup de massue sur la tête, il est lui aussi embarrassé. Quelques mois auparavant, souvenez-vous, son association avait envoyé une lettre à tous les généralistes de France pour défendre les hormones et leur suggérer de ne pas suivre les recommandations de prudence de l'AFSAPS. Parmi les destinataires de cette lettre, ce généraliste parisien. Très attaché à l'indépendance de l'information médicale, il commence à l'époque à se demander si la campagne de communication de la FEM n'a pas été financée par des laboratoires pharmaceutiques. Un mailing envoyé à tous les médecins de France, ça coûte 50 000 €. Ce n'est pas une association, certes glorieuse, qui, avec les cotisations de ses membres, peut payer ce genre de choses. Donc il y a forcément un sponsor industriel derrière. Et le mailing de août 2003, quand vous dites attention, l'AFSAPS s'affole un peu vite, etc., par exemple, comment vous financez ce genre de choses? Alors, on le finance avec plusieurs laboratoires, effectivement. J'ai fait une table ronde où j'ai réuni un certain nombre de laboratoires. J'ai dit, voilà, l'information est mal faite en France. Est-ce que vous voulez bien nous aider à diffuser une information plus objective auprès de l'ensemble du corps médical français? Et là encore, les laboratoires ont joué le jeu et ont collectivement versé la même somme, chacun, pour qu'on puisse disposer de suffisamment d'argent pour faire ce mailing. C'est donc deux conceptions de l'éthique médicale. Pour le docteur Rosenbaum, être financé par des laboratoires est naturel et il n'y a pas de raison d'en faire état publiquement. Pour le docteur Dupagne, en revanche, le public doit savoir qui paye quoi. Fin 2003, sur son site médical, il met en cause l'indépendance de son confrère. Dans le texte que j'écris, qui est ici, je suis impressionné par le budget dont dispose la FEM pour envoyer ainsi des mailings à tous les généralistes français. Et quant au bon docteur Rosenbaum, il a tellement donné dans la communication hormonale contraceptive et substitutive pour le compte de l'industrie que je ne me fais pas de souci pour ces vieux jours. Car sur Internet, le docteur Dupagne va trouver la preuve que la FEM est effectivement financée par l'industrie pharmaceutique. Au détour d'une vidéo, il découvre que chaque année, l'association invite plus de 1000 médecins et gynécologues dans un grand palace parisien et que manifestement, l'opération est au moins en partie sponsorisée. J'en profite pour réparer un oubli. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un symposium soutenu par Aventis. J'ai oublié Procter & Gamble puisque c'est à la fois les laboratoires Aventis et Procter & Gamble. Voilà, l'oubli est réparé. C'est un pléonasme que de dire qu'un congrès est financé par un laboratoire, enfin par des laboratoires. Et le congrès fait vivre un petit peu l'association le reste de l'année. Sinon, oui, exactement. Parce que sinon, aucun congrès médical ne pourrait se tenir à l'heure actuelle en France, à grande échelle, sans une aide privée. Le président de la FEM a raison, mais il y a tout de même quelques règles du jeu à respecter. En tant qu'expert de l'AFSAPS, organisme public, il doit remplir une déclaration mentionnant ses liens financiers avec l'industrie pharmaceutique. Or, dans cette déclaration, qui est publique, à la rubrique « Versement substantiel au budget d'une institution dont vous êtes responsable », le docteur Rosenbaum répond « néant ». Sur les liens entre la FEM, le financement de la FEM et sur votre participation à des colloques, vous mettez néant, je crois. Non, je ne mets pas néant parce qu'encore une fois, la FEM n'est pas mentionnée dans ce questionnaire. Je crois qu'il demande est-ce que vous avez des responsabilités dans une association financée par les laboratoires, ce qui est un peu le cas de la FEM. Oui, bon, je n'ai pas compris ça comme ça. Mais sinon, encore une fois, de toute façon, à la FEM, on n'a jamais rien eu à cacher. Dans sa déclaration, en revanche, le président de la FEM indique clairement ses liens personnels avec l'industrie pharmaceutique. Dans cette déclaration, le docteur Rosenbaum nous apprend qu'il a des liens durables avec les laboratoires Orion, Novo, Solvay, Wyeth et Lilly, qui sont des laboratoires qui vendent des hormones de la ménopause, qui ont des liens durables avec le docteur Rosenbaum de nature financière, docteur Rosenbaum qui soutient les traitements hormonaux de la ménopause. La boucle est bouclée et nous sommes dans le conflit d'intérêts pur et dur. Autrement dit, un médecin qui défend les THS depuis des années est rémunéré depuis des années par les laboratoires qui fabriquent ces mêmes THS. Mais pour lui, cela ne pose pas de problème d'indépendance. En 2004, le ministère de la Santé commande un rapport extrêmement documenté sur la crise des hormones. Intitulé « Les notables de la ménopause face au risque du traitement hormonal substitutif », il accuse la FEM d'omission du discours des opposants, de manipulation des sources et des chiffres, d'omission des recommandations officielles et de remise en cause de la neutralité des opposants. C'est de la polémique politicienne et là, je refuse absolument d'entrer dans ce débat. D'accord, vous ne souhaitez pas réagir à ce qu'il dit dans ce rapport sur Non, ça ne mérite pas qu'on lui donne une quelconque audience.